Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour un live du jeudi sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. Et ce jeudi, j'ai l'honneur de recevoir avec nous Julien Nizet, qui est le cofondateur du wallet Argent, que je qualifierais de wallet de dernière génération, mais je sais c'est une façon amateur de le dire. Donc, ce que je te propose, Julien, c'est que ben, tu te présentes et tu nous présentes aussi ton produit qui sera à l'honneur ce soir, dont on va parler. Très bien. Donc, d'une part, merci de me recevoir, Benoît. Donc, je m'appelle Julien, je suis un des trois cofondateurs d'Argent. Alors, Argent, c'est une boîte qui existe depuis début 2018. On a commencé un peu à bootstrapper le projet en 2017 et on s'est officiellement lancé en 2018. Et donc, nous, on se spécialise dans ce qu'on appelle des wallets. Je continue à penser que c'est pas forcément un bon terme. Depuis le début, on aimerait bien trouver une autre manière d'appeler ce composant, mais au final, voilà, le wallet est le mot qui reste. Et donc, nous, on a commencé notre histoire avec vraiment l'envie de faire un wallet qui combine d'une part une très bonne user experience et de la self-custody. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est quand on a commencé en 2018, tu avais un peu deux types de wallets. Tu avais des wallets extrêmement techy et compliqués, comme, il n'y avait pas forcément MetaMask, mais des équivalents. Tu avais Ledger, donc c'est des wallets où il y a de la vraie self-custody, l'utilisateur contrôle vraiment ses fonds, mais par contre, l'expérience est extrêmement compliquée. Il faut comprendre ce que c'est qu'une clé privée. Il faut backuper ce qu'on appelle la seed phrase. Tu découvres que si tu perds cette seed phrase, tu as tout perdu. Que si quelqu'un a ta seed phrase, tu as tout perdu aussi. Il faut comprendre ce que c'est le gaz, etc. Donc, nous, quand on est arrivé, au fait, on était un peu extérieur à ce monde-là et on s'est dit, mais cette technologie ne marchera jamais. Si le but, c'est de faire un Internet de valeur, une nouvelle manière de voilà une nouvelle couche de l'internet qui permet de transférer de la valeur, ça ne prendra jamais sur base de ce paradigme et de toute cette complexité. Et donc de l'autre côté du spectre, tu avais aussi à l'époque des wallets comme Coinbase, donc des échanges centralisés qui eux pour le coup offraient une très bonne expérience utilisateur, mais parce que c'était des applications Web 2. C'est-à-dire que l'utilisateur abandonnait cette idée de self-custody et donc interagissait avec un Coinbase, par exemple, comme il interagit avec n'importe quelle banque ou n'importe quel produit Web 2. Et donc, l'état du marché, c'était vraiment, il fallait choisir l'un ou l'autre. Soit on veut de la self-custody, mais l'expérience utilisateur est vraiment terrible, et très compliquée, et très risquée. Soit on veut une bonne expérience utilisateur, mais alors il faut abandonner cette idée de self-custody. Et donc, nous, on est arrivé vraiment en 2018 en se disant, c'est pas satisfaisant. La self-custody, c'est une des propriétés fondamentales du blockchain. C'est ce qui nous, personnellement, nous excitait sur cette technologie. Mais on était persuadé qu'il y avait moyen de créer une bonne expérience utilisateur, une expérience utilisateur qui soit aussi bonne que celle d'un échange centralisé, tout en gardant la self-custody. Et donc ça, c'était un peu l'idée de base d'Argent. Et donc, l'idée qu'on a eue au départ, ou je dirais la sauce secrète qui nous a permis de réaliser cette vision, c'est de comprendre qu'on pouvait utiliser des smart contracts pour programmer de la logique. Et donc, je vais essayer de pas rentrer trop vite dans des détails techniques, mais plutôt que d'avoir ce qu'on appelle un IOE, c'est le compte de base sur Ethereum, où une clé privée est associée avec un compte au niveau du protocole, nous on s'est dit non, en fait le compte de l'utilisateur, ça va être un smart contract dans lequel on va programmer de la logique, et ça va nous permettre d'abstraire en fait toute cette complexité, et donc de créer par-dessus une expérience utilisateur qui soit excellente, tout en permettant à l'utilisateur de vraiment contrôler son account, qui est dans ce cas-là un smart contract. Et donc voilà, ça c'est l'idée d'Argent sur laquelle on a commencé en 2018. Et donc on s'est lancé avec une application mobile sur Ethereum, qui était le premier wallet. Alors depuis, il s'est passé beaucoup de choses dont on pourra discuter. Mais donc aujourd'hui, Argent, c'est un wallet sur Ethereum, mais aussi sur zkSync V1, appelé zkSync Lite, aussi sur zkSync V2, appelé zkSync Era, et aussi sur Starknet. Donc voilà, c'est un Ok, écosystème mais de wallet pour utilisateurs. eh bien, écoute, c'est parfait. Alors, je suis moi-même un utilisateur donc modeste de argent et bien, je suis curieux. Donc là, tu nous as fait l'historique, donc ça remonte à 2018 quand même, et avec cette volonté de pas sacrifier en fait la self-custody pour l'autonomie, pour la fonctionnalité. Donc ce qui est un pari. J'ai une question mais qui rebondit par rapport à tout ce que tu viens de dire. C'est actuellement vous utilisez en fait cette comment dire ces acomptes programmables c'est à l'heure actuelle parce que moi-même j'ai utilisé le wallet et de point de vue utilisateur on sent pas la différence. C'est Non, enfin, moi tout à je me fait. connais je
Ouais. Tout à fait. Mais donc, oui, c'est ce qu'on utilise. L'idée, au fait, c'est de dire donc que le compte, quand je dis le compte, c'est l'objet qui va vraiment détenir les tokens, les NFT, etc. Ça, c'est un smart contract. Et ce smart contract, il a été défini pour qu'une certaine clé puisse le contrôler. Et donc, dans le modèle initial d'argent, en fait, cette clé, elle est dans le téléphone de l'utilisateur. Elle ne quitte jamais le Oui. téléphone. Et c'est une clé sur laquelle il n'y a pas de fond. Donc, cette clé est vraiment utilisée pour signer, au fait, des messages cryptographiques. Et puis ces messages cryptographiques sont envoyés donc au smart contract pour dire, ben voilà, exécute cette transaction, par exemple, bouge mes tokens. Et donc effectivement, pour l'utilisateur, notre but c'était que l'utilisateur ne voit pas toute cette complexité. Et donc on a Ben, abstrait. figure-toi, Ah, vas-y. je le découvre avec toi ce soir parce que moi, tu vois, je peux copier-coller, j'ai mon adresse. En fait, je peux l'envoyer à quelqu'un et c'est pas très différent de mon expérience utilisateur habituelle. Tu vois, Non, mais si tu creuses un petit peu, j'espère que c'est bien meilleur que ton expérience habituelle. Mais oui, alors oui, je pense, là, je viens de le réaliser, je le réalisais en préparant l'interview, mais je m'en étais pas aperçu tellement c'est naturel, mais j'ai l'impression que quand tu vois, par exemple, sur Uniswap, où d'habitude tu dois faire plusieurs interactions, autoriser un token, et peut-être que ça se fait d'un coup chez vous. Exactement. Je En sais, fait, à partir du moment où tu comprends que un smart contract peut être le compte et que tu peux le programmer, ça veut dire que tu peux mettre de la logique dans ce smart contract. Et donc, nous, ben, on a innové avec tout un tas de fonctionnalités. Alors, une que tu viens de parler, c'est l'idée de faire ce qui s'appelle des multicalls. Donc, aujourd'hui, sur le blockchain, généralement, quand tu fais une action, une transaction, c'est une action. Tu vas, par exemple, oui, transférer un token ou bien tu vas approuver une DApp pour qu'elle prenne ton token, ou bien tu vas interagir avec une DApp pour faire un swap. Et donc, par exemple, si tu prends l'expérience d'un DEX comme Uniswap, typiquement, l'utilisateur doit faire deux transactions. Une première oui, oui, transaction pour autoriser Uniswap à prendre le token que l'utilisateur veut échanger, et puis attendre que cette transaction soit minée, et puis faire une deuxième transaction qui va de nouveau cette fois-ci appeler le DEX pour swapper le token qui a été approuvé et recevoir l'autre token. Donc ça veut dire deux transactions pour quelque chose qui est très simple. Alors, ça, c'est Uniswap. Maintenant, si tu commences à faire des choses défis compliquées, ben, il y a certaines opérations vont prendre 7, 8 ou 10 transactions. Et chaque fois, il faut oui, donc prendre sa transaction, choisir le gaz, s'assurer que la transaction passe, oui, attendre, faire la suivante, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué. Puisque maintenant, le compte est un smart contract chez Argent, ben, en fait, on peut demander à ce smart contract d'orchestrer toutes ces transactions. Et donc, de lui dire, plutôt que de lui envoyer une action, on lui envoie en fait une séquence d'actions et on lui dit, tu vas d'abord autoriser Uniswap à prendre le token, et puis tu vas swapper, et puis tu vas prendre les tokens, tu vas les mettre dans Curve, et puis tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et donc, en fait, on peut exécuter ce qu'on appelle un multi-call, et ça veut dire qu'on permet de faire des opérations qui normalement prenaient 5, 6, 10 opérations en un seul clic pour l'utilisateur. Et donc et ça, c'est c'est assez vraiment transparent, ouais. une des innovations ben, qu'on a fait. Alors, un utilisateur qui ne se pose pas trop de questions, on se dit, mais c'est normal, de nouveau, c'est comme chez Coinbase, par exemple. Chez Coinbase, quand on fait quelque chose, comme c'est du Web 2, bah, tout se fait en un clic puisqu'on interagit avec une base de données. Donc, nous, on a vraiment réussi à reproduire cette même expérience. La seule différence, c'est que tout se passe vraiment on-chain et sous le contrôle de l'utilisateur. Alors, une autre chose qu'on a innové, c'est l'idée de faire disparaître ce concept de seed phrase. Donc sur Oui, Ethereum, le modèle de base qu'il y a sur un MetaMask, un Ledger, c'est qu'une clé cryptographique est directement associée à un compte sur Ethereum. Et tout ça, c'est écrit vraiment dans le protocole d'Ethereum. Et donc le problème, ça veut dire que si on perd cette clé, ben, on a perdu le compte. Et si quelqu'un d'autre a cette clé, cette autre personne a accès à notre compte. Et donc c'est pour ça que ben, il y a tous ces problèmes sur Ethereum de gens qui se font hacker, qui perdent leur token. Et c'est pour ça qu'on demande aux utilisateurs de sauver ce que s'appelle cette seed phrase pour être sûr de ne jamais mhm, la perdre. Et donc, bah, nous, on est arrivé un peu dans le monde du blockchain en 2018, et moi, je me suis assez vite rendu compte, ça fait 30 ans qu'on essaye d'expliquer à quelqu'un comme mon père ou ma mère de ne pas écrire son mot de passe sur un bout de papier. Et ici, on veut créer un Internet de valeur qui va révolutionner la manière dont on échange de la valeur. Et la première chose qu'on demande à l'utilisateur, c'est d'écrire ce mot de passe sur un bout de papier. Pas une fois, mais 3 ou 4 fois, et les cacher à différents endroits pour être sûr de jamais les perdre. Évidemment, ça ne fait aucun sens. Et donc, de nouveau, nous, on a eu comme idée, c'est quelque chose que l'on appelle maintenant la social recovery. C'est de dire, au fait, qu'on va pouvoir programmer le compte. Et donc, sur le compte d'argent, il y a une clé qui est la clé principale qui est dans le téléphone, mais on va aussi le programmer et y ajouter d'autres clés, ce qu'on appelle des guardians. Et ces guardians, ils peuvent collectivement faire certaines actions. Et une des actions que les guardians peuvent faire,
c'est te redonner accès le jour où tu as perdu ton téléphone avec la clé qu'il y avait dessus. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas transférer les tokens, ils ne peuvent pas utiliser le compte, mais ils peuvent uniquement le reprogrammer avec un nouvel honneur, qui est donc une nouvelle clé que tu aurais sur ton nouveau téléphone. Et donc, cette idée de social recovery, ben voilà, ça permet de faire disparaître ce concept de seed phrase, qu'est-ce qu'on voulait, et de nouveau de reproduire une expérience qui est en fait l'expérience que les utilisateurs connaissent. Aujourd'hui, si je perds ma carte de crédit, qu'est-ce que je fais? Bah, je téléphone à ma banque, je lui demande de l'annuler et de m'en envoyer une nouvelle. Bah, la social recovery, c'est exactement ce même flow, sauf que la banque, c'est pas un opérateur centralisé, mais la banque, ça va être une collection d'entités que l'utilisateur choisit. Et donc, ces entités, ça peut être l'utilisateur lui-même avec un hardware wallet, ça peut être un ami, ça peut être un service centralisé ou ça peut être une combinaison de ces différentes choses. Mais l'idée, c'était vraiment d'amener des flows, entre guillemets, des expériences que les utilisateurs connaissent, mais vraiment programmées sur le blockchain. Et j'avoue, et je l'ai pas, alors je plaide coupable parce que je l'ai pas utilisé cette fonctionnalité, je la vois, mais c'est vrai que c'est assez fluide. Je crois que moi j'ai chiffré le wallet et je l'ai conservé dans le cloud. Alors pour l'instant j'ai pas mis des sommes non plus, voilà, j'expérimente. Mais effectivement, je vois qu'il y a cette option qui est quand même et qui est quand même agréable. Qui aurait par le passé, moi j'ai été victime de comment dire de ma propre négligence et il m'est arrivé de perdre de l'argent dans la crypto pour exactement les raisons que tu dis, hein. C'est-à-dire que s'il mal sécurisé ou des choses comme ça. Effectivement, moi je trouve que ça a beaucoup de sens en fait d'avoir une procédure, voilà, de social recovery qui correspond aux êtres humains. Hein. Tout à fait. On a des qui est adapté. Ouais, donc c'est quand même intéressant. Ça, et attends, alors la question que j'ai, parce que je suis sur le ZK Sync Lite, ça marche aussi pour Ethereum, le Guardian, c'est Alors, pour être tout à fait transparent, en fait, sur ZK Lite, ce que j'ai décrit ne fonctionne pas tel quel, parce que ZK ok, Lite n'a pas de smart contract. Et donc, sur ZK Lite, on a un modèle un petit peu intermédiaire, mais notre idée, c'était d'expérimenter sur le Layer 2, parce que ZK Lite était le premier Layer 2 qui était disponible. Après ça, ce que j'ai ok, décrit, on l'a fait sur Ethereum. Donc, en fait, cette ok, idée de donc c'est recovery, on l'a fait depuis 2018. Mais on a des utilisateurs qui ont aujourd'hui des dizaines de millions de dollars sur argent. On a des utilisateurs qui oui, avaient oui, bien. plusieurs millions et qui ont perdu leur téléphone et qui au début nous ont contactés vraiment, tu vois, vraiment inquiets. Et on leur a dit simplement, mais non, alors, réinstallez l'application et suivez le flow. Et donc, quand les gens ont réalisé, au fait, qu'ils retrouvaient accès à leur téléphone simplement grâce au Guardian qu'ils avaient défini, c'était effectivement un peu une révolution pour eux. Donc, ce que je décris Sans là, qu'ils aient eu à pardon? sans qu'ils aient eu à noter quoi que ce soit. Donc c'est Sans quand qu'ils même, aient noté quoi que ce soit. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est savoir qui sont leurs guardians. Et donc, nous, on offre un service de guardian par défaut, mais les utilisateurs peuvent rajouter des guardians. Par exemple, moi, j'utilise 3 guardians. J'ai le guardian par défaut d'argent, qui est un service qui utilise du tout effet. Donc, il va m'envoyer, pour faire une action, on va m'envoyer un SMS et un code sur mon email. Et donc, je dois confirmer que je possède mon téléphone et mon email pour que ce guardian fasse l'action que je lui demande, c'est-à-dire me redonner accès à mon compte, par exemple. Mais j'ai aussi un ami qui est un de mes guardians, et puis j'ai un hardware wallet que je garde en sécurité chez moi. Et donc, une opération guardian comme une social recovery nécessite 2 de ces 3 parties ok. doivent collaborer et doivent approuver l'opération. En Mais gros. c'est une forme de multisig sous hormone. Enfin, je veux dire, ce Alors, méga boosté. c'est une très bonne analogie, en fait. Nous, une manière dont on décrit parfois argent, c'est comme un multisig custom. C'est Ouais, donc, ok. ça fonctionne comme un multisig quand tu en as besoin, mais pour les opérations de tous les jours, ça fonctionne comme un compte normal parce que tu n'as pas besoin de tes guardians. Et donc, c'est vraiment essayer d'avoir le meilleur du multisig pour la sécurité, mais d'avoir quand même une expérience fluide pour plein de choses qui se font simplement en un clic. Mais donc, effectivement, Argent est une forme de multisig customisé. Ben, écoute, c'est très bien. Alors là, je prends le chat, je fais remonter quelques questions. Pourquoi est-il possible que l'utilisateur perde ses fonds s'il ne met pas à jour son portefeuille? Je veux dire, est-ce que, alors, les problématiques de mise à jour, comment on met à jour le portefeuille? Alors, Je donc, sais pas. le compte vraiment, donc c'est un smart contract. Alors, ce smart Oui. contract, sur Ethereum, par exemple, il existe depuis 2018. Et donc, il y a eu certains upgrades de ce compte. La manière dont ça fonctionne chez Argent, c'est que nous, on n'upgrade jamais un compte pour un utilisateur. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui propose de faire cet upgrade. Et donc, il est arrivé dans l'histoire d'Argent depuis 2018 que les utilisateurs, en prenant leur application mobile,
voient ben voilà, une demande d'upgrader leur compte. Et ça doit se faire avec une transaction, avec la clé que eux seuls possèdent. Donc l'idée, c'est vraiment de dire que l'utilisateur est vraiment en contrôle, en contrôle total de son compte. Mais donc effectivement, nous, on propose ces upgrades. Donc il y a des upgrades de l'application mobile qui sont indépendants du smart contract. Et puis de temps en temps, depuis 2018, on a eu 3-4 upgrades vraiment du smart contract. Mais là, les utilisateurs ont dû vraiment faire une transaction pour accepter cet upgrade et passer sur la nouvelle version. Mais il n'y a pas de risque de perte d'argent. Je veux dire, il Non, faut. pas du Voilà. tout. Le C'est smart contract est là. Alors, tous nos smart contracts sont audités, chaque fois par 2 parties. Et voilà, aujourd'hui, ça dépend évidemment du cours. Aujourd'hui, on doit avoir 300 ou 400 millions de fonds sur argent L1. oh, Mais à une époque, pas on avait mal. 1 milliard. On est monté à un moment Oui. jusqu'à 1 milliard et on n'a jamais perdu un centime. Donc, effectivement, c'est ce Ok. modèle, je pense que ce modèle de smart contract, de compte, de smart account ou de smart wallet, comme on l'appelle, a montré justement qu'il était sécurisé par le fait qu'on sécurise des centaines de millions de dollars et qu'on n'a jamais perdu un centime. Ouais, c'est sympa. Alors, pareil, donc là, il y a une question, ça parle d'argent, je l'utilise que pour Starknet. Est-ce que tu pourrais nous faire, donc moi je pense à plusieurs trucs. Il y a plusieurs justement portefeuilles argent, même si le mot, voilà, ne résume pas l'expérience, mais donc il y a plusieurs, il y a argent et argent X. Moi, c'est ce que j'ai compris en Tout tout à cas. fait. Donc Oui. l'application mobile, c'est argent et elle permet, elle gère quel réseau d'ailleurs? Ethereum, j'en suis sûr, Zk-Sync aussi, Voilà. Donc, Light. c'est une très bonne question. Et aujourd'hui, on est bien conscient que cette dualité, elle est pas très claire pour les utilisateurs. Et donc, on est en train de travailler sur harmoniser un petit peu notre offre. Mais donc, aujourd'hui, on a effectivement l'application mobile qui s'appelle Argent, qui est notre produit historique. Et là, effectivement, elle fonctionne. Donc, l'utilisateur peut avoir un portefeuille sur Ethereum en L1, sur zk-Sync Lite, donc zk-Sync V1. Mhm. Et pour l'instant, c'est en phase de déploiement, donc c'est sous whitelist, mais on est en train, on supporte aussi zk-Sync V2, appelé zk-Sync ERA, et Starknet. Donc, en fait, sur argent mobile, d'ici quelques semaines, tous les utilisateurs pourront avoir Ethereum L1, zk-Sync V1, zk-Sync V2 et Starknet. Aujourd'hui, Ok, Starknet sympa. et zk-Sync V2 sont sous whitelist parce qu'on veut vraiment avoir une expérience parfaite et donc on onboard les gens petit à petit. Mais voilà, ça c'est pour l'application mobile argent. Alors en parallèle, on a aussi lancé un wallet sur Starknet sous forme d'une browser extension. Et ça, c'est ce qui s'appelle Argent X. Et donc, au début, c'est parti comme un peu une expérience, je vais dire, puisqu'on était assez tôt dans le monde Starknet et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de wallet. Et donc, on a voulu voilà, créer un outil en fait, pour les développeurs et pour permettre à l'écosystème de grandir. Et avec le temps, cet outil, il est devenu très utilisé, il est devenu vraiment très bon. Et donc, on a aussi ce produit qui s'appelle Argent X, qui est une browser Une extension extension. uniquement sur Starknet. Ok, Mais, super. et on a un troisième produit qui est en train d'arriver, Ah, dont on peut parler aussi, qui est ce qu'on vas-y. appelle le Web Wallet. Et donc, ça, c'est un produit qu'on va lancer aussi sur Starknet. Et l'idée du Web Wallet, en fait, c'est de reproduire l'expérience d'un login Web 2. C'est-à-dire que Ok, l'utilisateur peut se connecter avec un email et un mot de passe sans oui. jamais, en fait, voir qu'on parle de crypto ou de blockchain. C'est vraiment l'idée d'arriver sur une application, un jeu, par exemple, parce que nous, ce qu'on pense, c'est que des gens vont venir pour jouer, ils n'ont pas besoin de savoir qu'il y a le blockchain derrière. Et donc, l'idée, c'est de leur permettre de nouveau d'avoir une expérience utilisateur familière. Et donc, on va lancer bientôt ce troisième produit qui permettra aux gens de se connecter avec un email et un mot de passe sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Donc, pas besoin d'installer une application mobile, pas besoin d'installer une browser extension. C'est vraiment un petit SDK pour les Et développeurs. le, et le modèle de sécurité, ça serait local side, je suppose. Donc, ce serait parce qu'il y a forcément Alors, une clé privée nous, à un moment. on a toujours ce concept de self-custody pour nous est essentiel. Donc, malgré Mhm. ce web wallet, ben, l'utilisateur est toujours en contrôle. Donc, c'est quand même un smart contract qui est déployé derrière avec l'utilisateur qui possède ses clés. Après ça, ici, il y a effectivement des mécanismes pour s'assurer que si l'utilisateur perd ses clés, mais connaît toujours son mot de Voilà. passe, il puisse les retrouver. Donc, nous, on n'a jamais accès aux clés d'utilisateur. Donc, les clés, De toute effectivement, façon, la paire de clés initiale, elle est générée sur l'explorateur, elle- sur la machine de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'elle est jamais connectée exactement, à un exactement, serveur distant. Et exactement. Et par contre, là où elle je va être suis encryptée. curieux, Vas-y. par contre, là où je suis curieux, c'est comment elle est sauvegardée.
Donc, elle est peut-être chiffrée avec le mot de passe du l'utilisateur, bien sûr, et elle est Exactement, sauvegardée où? exactement. Alors, alors, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a une partie qui est encryptée et qui reste sur le browser de l'utilisateur, Ok. et il y a une partie qui est envoyée dans notre back-end. Et Et tout ça chiffrée, est je suppose. encrypté, donc tout est chiffré. Donc Voilà. nous, on n'a accès à rien, mais voilà, ça permet effectivement. Alors voilà, je ne veux pas La rentrer dans le détail du recovery, modèle, et mais tout ça est ça permet documenté. la recovery en cas de, évidemment, de, je sais pas moi, si l'ordinateur reçoit de l'eau, il faut Exactement, tout à pouvoir. fait, tout à fait. Ça Ok. permet, en gros, si l'utilisateur se souvient de son mot de passe et a toujours contrôle de son email, il pourra toujours se connecter au compte. Ok. Bah, écoute, c'est sympa. Je l'ai pas testé, donc ça, je crois pas que ce soit public encore, parce que j'ai Non, pas c'est pas testé encore public. ce. C'est une question d'une semaine ou deux, donc ça sera uniquement pour Starknet aussi. Ok. J'invite d'ailleurs tous ceux qui nous regardent et qui n'auraient pas le wallet, voilà, à utiliser l'application mobile ou à utiliser Argent X, qui est l'extension sur navigateur. C'est gratuit. C'est open source, hein, question. Quel est le modèle? C'est une très bonne question. Alors, nous, depuis le début, tous nos smart contrats sont open source. Ok. Donc, on considère, puisque toute la sécurité est dans les smart contrats, on a toujours mis les smart contrats open source. Après ça, l'application mobile n'est pas open source. Parce que Ok. justement, sur Apple, c'est très compliqué de justifier que le code GitHub correspond exactement à ce que les gens vont mettre sur leur téléphone. Donc, mais tous nos smart contrats sont toujours open source. Et sur Starknet, l'application Argent X, donc cette extension browser pour Oui. Starknet, c'est là, elle est 100% open source. Donc, les smart Ok, contracts qu'il y a ça, derrière et le client qui est installé dans le browser. parfait. Et ça me renvoie, ça me fait une transition parfaite pour la question d'Antoine, qui est aussi une de mes questions. C'est du coup, quel est le modèle économique d'argent? Alors aujourd'hui, les revenus, c'est pas notre priorité. Ça peut paraître un peu surprenant. Non, Mais, mais alors ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Je veux alors, dire, donc, alors ça me remplit de joie. Ça me remplit de joie, cette réponse. non, mais ce que je veux dire, c'est que notre Vous avez priorité levé peut-être de maintenant, l'argent? oui, Vous avez levé exactement. de l'argent? On a levé de l'argent avec des investisseurs privés. Et donc, nous, notre objectif, bah, c'est de grandir, en fait, les utilisateurs. Grandir les utilisateurs d'argent et grandir aussi le blockchain et le Web3 dans son ensemble. Parce qu'au final, si on est le wallet qui a 100% d'un marché et qui est tout petit, ça nous intéresse pas non plus. Donc, notre priorité, c'est vraiment d'arriver à avoir l'expérience utilisateur parfaite, de délivrer sur notre vision et puis voilà, d'augmenter le nombre de gens qui utilisent argent. Alors, De toute après façon, vous ça, avez la trésorerie, donc vous avez la trésorerie pour tenir et développer, visiblement, mhm. et là, vous consacrez à la croissance, et ça, c'est de l'acquisition d'utilisateurs. Exactement. Après ça, comment est-ce qu'un wallet peut faire du revenu? Mais honnêtement, il y a beaucoup de manières, et certaines qu'on fait déjà maintenant. Donc, quand je dis on n'est pas profitable, au fait, on fait du revenu. C'est pas notre priorité, mais on fait du revenu. Une manière très simple, une chose très simple, c'est par exemple sur le trading. Quand on trade, Oui. un DEX va prendre une commission. Par exemple, nous sur L1, on a intégré Paraswap. Bah, à chaque fois qu'un Mhm. utilisateur trade, Paraswap va prendre une petite fee et partage cette fee avec nous, puisqu'on lui apporte un utilisateur. Donc, on peut voir Ok. évidemment que sur certains produits, bah, chaque fois que l'utilisateur fait une action, on peut prendre une fee. On a aussi, voilà, il y a des modèles aussi un peu intéressants. Certains De protocoles, Grant, pardon? les Grant, peut-être? Non, Recevoir des. ça, on n'a jamais vraiment Ok. cherché. Mais par exemple, un modèle qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de protocoles qui, au fait, qui veulent se concentrer sur le protocole, mais pas sur l'interface utilisateur, pas sur le client. Et par exemple, le protocole Lido avec les stakes, bah, ils n'ont pas de client, ils n'ont pas de portal. Et donc, c'est la même chose. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que des applications, des wallets leur ramènent des utilisateurs qui vont convertir leurs Ethers en stakes. Et quand ça Oui. arrive, de nouveau, eux nous rémunèrent en Lido Token. Donc voilà, tu as Ok. un peu des programmes affiliés avec certains protocoles. Euh, Et donc voilà, c'est certaines pistes pour faire de l'argent, mais je pense il y en a beaucoup d'autres. et Si sachant un- que du point de vue utilisateur, en plus, c'est transparent, puisque je veux dire qu'il aille directement sur l'interface ou qu'il passe par chez vous, le c'est prix est le même ça, pour lui. C'est le prix est le même. c'est le protocole qui nous donne des tokens du protocole pour, voilà, C'est le protocole qui, lui, ses bénéfices, va les répartir avec l'apporteur d'affaires. Mais exactement. donc, il fera un peu moins de marge directement sur cet utilisateur. Il la partagera avec vous. Et alors, je te fais Exactement. remonter une expérience utilisateur où justement, ça a l'air d'être réussi. Moi, j'ai pas essayé de passer sur Lido le staking avec ZK Sync, mais visiblement,
l'expérience avait l'air bonne, donc n'hésitez pas à Tout à passer fait, par cette merci. interface pour staker. Je regarde un petit peu les questions. En tout cas, c'est sympa. Oui, il y a des temporalités. Donc, quand est-ce que bon, il y avait les NFT, mais ah ouais, ouais. Quand est-ce que Starknet arrive? Quand est-ce que l'harmonisation des écosystèmes sur une seule interface mobile va se faire? Ah, Je sais que les gens, ils veulent des dates, hein. ça, Et c'est une moi, je très les bonne comprends. question. Alors, comme je disais, ben, on a déjà donc on supporte déjà Starknet sur l'application mobile, mais pour l'instant, c'est en bêta privée. Mais moi, ça fait déjà un mois que je l'utilise. Donc, et là, l'expérience, franchement, elle est fantastique. Et donc, ça va arriver d'ici quelques semaines. Donc, il faut encore un tout petit peu de patience. Mais donc, effectivement, les gens pourront utiliser leur téléphone et l'application Argent pour aller sur Starknet. Ça, c'est vraiment une question de semaine. Après ça, l'harmonisation, entre la synchronisation des comptes entre argent X et argent, pour ça, ça va prendre encore Oui, un tout petit peu de temps. Donc, dans un premier temps, quand on va permettre aux gens d'accéder à Starknet sur l'application mobile, les gens vont créer un ce sera une nouveau autre compte sur application. Starknet. Donc, un nouveau smart contract sera déployé, qui sera pas le même que ceux qu'ils ont sur argent X. Ce sera donc un nouveau compte. Mais voilà, avec le temps, on va effectivement harmoniser les deux pour qu'un utilisateur puisse gérer tous ses comptes sur le mobile ou sur argent X. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, mais qui va prendre encore un petit peu de temps. Ok. Alors, je vais venir à ta question, Antoine. Et dans vos objectifs, est-ce qu'il y aura d'autres réseaux? Quel est votre roadmap? Quels sont vos prochains développements qui comptent pour vous? Alors, c'est Donc, une... harmonisation. Moi, j'ai compris que l'harmonisation, c'était déjà pour l'expérience utilisateur, c'est-à-dire utiliser une application pour aller sur tous les réseaux au lieu Ouais. d'en avoir plusieurs. Ça, c'est un premier point. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Intégrer plus de réseaux, peut-être? Quels sont Alors, vos pour prochains objectifs? l'instant, alors c'est quelque chose qui est en discussion et qui est en réflexion depuis un petit moment. Je pense que nous, la manière dont on voit les choses, en fait, quand on a commencé sur Ethereum, on est venu avec cette vision et cette expérience et on a créé cette application et l'expérience était incroyable puisqu'on a vraiment réussi à abstraire toute la complexité. Il y avait plus de seed phrase, les gens ne devaient pas penser au gaz, on subsidiait même les transactions au début. Donc l'expérience Oh, utilisateur était vraiment incroyable. Les gens faisaient appuyer sur des boutons comme sur n'importe quelle application web 2 entre guillemets et les choses se passaient derrière. Donc c'était vraiment incroyable. Et puis bah Ethereum a commencé à grandir, il a commencé à avoir de plus en plus d'utilisation et le gaz a commencé à vraiment monter, le réseau a commencé à saturer. Et donc là, nous, on s'est rendu compte que notre modèle sur Ethereum ne scalerait jamais. Et c'est pas uniquement notre modèle. Ce que Ethereum L1 tel quel ne scalerait jamais. On pourrait jamais avoir 1 million d'utilisateurs sur Ethereum. Et donc, au même moment, les gens ont commencé effectivement à parler de tu me Layer fais 2. beaucoup de peine, hein, en disant ça. C'est Mais je pense jamais, que jamais ou jamais pas tout de suite. mais c'est pour ça que les gens ont commencé à réfléchir à ce qui s'appelle des Layer 2. Et donc, les Layer 2, bah, tu es toujours dans l'écosystème Ethereum, tu as toujours les garanties d'Ethereum, mais ça permet justement d'atteindre ce scaling qui est nécessaire. Et donc, nous, on a très vite commencé à regarder donc au Layer 2. Et donc, ce qu'on cherchait, bah, c'est un Layer 2 qui puisse scaler en termes de transactions par seconde ou de transferts par seconde, donc qui puisse supporter vraiment des centaines de millions d'utilisateurs. Mais on voulait aussi un système qui puisse ce que j'appelle scaler la self-custody. Et donc, nous, notre modèle, c'est ce modèle d'être un compte, un smart contract. Et en fait, les gens en ont peut-être entendu parler dernièrement, mais on parle beaucoup d'account abstraction ou d'abstraction des comptes. Et donc, C'est l'account un terme horrible, abstraction, hein. c'est un terme horrible, mais c'est un terme technique, c'est un terme qui a vocation aux À rester. développeurs. Nous, argent, on l'a toujours appelé un smart contract ou un smart account. De la même manière qu'il y avait le phone et le smartphone, on a toujours dit, ben voilà, il y avait l'account et il y a le smart account. Après ça, Mhm. le concept d'account abstraction, c'est le nom technique pour les développeurs de ce concept où les comptes deviennent des smart contracts. Et ce qui se trouve, c'est qu'il y a deux chaînes qui ont choisi de lancer avec cette abstraction des comptes native, c'est-à-dire vraiment au niveau du protocole. Et alors ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une idée que eux ont eue. Ethereum a toujours été supposé lancer et exister avec cette abstraction des comptes, mais il se trouve juste qu'ils ont eu tellement de choses à faire depuis 2015 que bah, cette idée a toujours été un peu repoussée. Mais Vitalik Buterin, qui est l'inventeur d'Ethereum, depuis le début parle d'account abstraction ou d'abstraction des comptes, et c'était vraiment dans la roadmap d'Ethereum en jour 1. Mais bon, ils n'ont jamais réussi à le délivrer. Et donc, nous, ce qu'on a poussé depuis un petit moment, c'est de dire que les Layer 2 qui viennent pour scaler le Ethereum partent entre guillemets d'une feuille blanche et donc ils peuvent justement utiliser cette opportunité pour
réparer certaines des erreurs qui ont été faites sur Ethereum. Et donc, une de ces choses, c'est ce concept d'account abstraction. Et donc, zkSync, Era et Starknet, c'est pour ça que nous on travaille dessus, sont deux layer 2 qui d'une part en termes de scalabilité ont un potentiel énorme parce qu'ils utilisent le concept de Zik, ce sont des Zik et Rollup, donc de nouveau on va pas rentrer dans les détails techniques, mais en termes de scalabilité leur potentiel est énorme, mais eux ont choisi aussi de partir avec ce concept d'abstraction des comptes, donc au niveau du protocole, c'est-à-dire que sur ces chaînes, tous les comptes sont des smart contracts, ce qui est en fait le modèle argent depuis le début. Et donc nous, on s'est dit, ben voilà, on a fait deux écosystèmes qui sont vraiment parfaitement développés pour argent, qui sont vraiment ce que nous, on a toujours cherché. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé en priorité sur zkSync Era et sur Starknet. Après ça, en parallèle, on parle à tous les autres, layer 2, et ils sont tous intéressés par l'abstraction des comptes, parce que nous, ça fait 5 ans qu'on le martèle, mais je pense que les gens commencent enfin à se rendre compte que c'est nécessaire. Et donc, la manière dont on voit les choses, c'est qu'on intégrera d'autres layer 2 le jour où eux nous permettent, où notre modèle devient entre guillemets natif. Et donc, oui, ok. Mais c'est très clair, Julien. Moi, j'invite tous ceux qui, en fait, sont intéressés par ce sujet. Tu as écrit des articles sur le blog de Argent, avec justement qu'est-ce que c'était la compte attraction, les différentes itérations qu'il y a eu sur Ethereum. Donc là, je pense que tu fais référence aux EIP, donc c'est-à-dire que c'est ces propositions d'amélioration du protocole. Notamment, et alors, il y en avait une que tu as dit, hein, c'est toi, moi je n'invente rien, c'est 4337 qui en fait partie, qui était proposée pour améliorer, on va dire, Ethereum. Voilà, moi je pense pas qu'elle ait été passée. C'est très difficile avec ces réseaux, ces layer one qui sont, on va dire, qui ont beaucoup d'argent, les faire évoluer, c'est difficile. Et c'est ces idées qui avaient été développées au départ pour Ethereum qui sont reprises justement par ces layer 2 qui partent d'une feuille blanche. Et ça, tu l'as très bien décrit, plus en détail. Donc j'invite tous ceux qui s'intéressent au sujet à lire le blog parce que moi c'est là que j'ai appris un petit peu cette histoire de la content abstraction. Et donc je comprends tout à fait la logique en fait d'argent, c'est d'offrir une expérience utilisateur digne du Web 2 sans sacrifier en fait cette gestion privée des actifs, voilà, sans déposséder les utilisateurs de la gestion de leurs actifs. Et ça, pour vous, ça passe par cette modalité technique de la contre-attraction et de préférence native. Et donc, de ce que j'en comprends, quels sont les écosystèmes qui proposent ces fonctionnalités qui vous sont chères? Il y a que ZK-Sync et Starknet. Parce que dans les layer 2, moi j'ai entendu du bien aussi de Arbitron, mais qui utilisent pas la même technologie. C'est-à-dire que on n'est pas sur des ZK-Proof, on est plutôt sur des optimistic rollup. Alors bon, moi, ces détails, je veux dire, d'un point de vue utilisateur, tu sais, ça me passe un peu au-dessus, mais il y en a qui trouvent que c'est moins bien. Moi, en termes de fonctionnalité, je trouve que pour l'instant c'est pas mal, mais dans le futur, ce serait peut-être plus limité, mais ils pourraient eux-mêmes s'upgrader. Mais toi, voilà, donc toi, il y a d'une part la contraction et d'autre part peut-être les ZK-Proof. Quels sont vos deux? Oui, alors ça c'est un peu le choix qu'on a fait ou le pari qu'on a fait. Après ça, je suis un grand fan d'Arbitrum ou d'Optimisme, c'est des teams qu'on connaît très bien. Et donc depuis le début, quand on a commencé à regarder sur quel layer 2 on voulait se lancer, on s'est mis à discuter avec ces quatre compagnies-là ou ces quatre groupes-là, c'est-à-dire Arbitrum, Optimisme, qui sont des optimistic roll-up, et zkSync et Starknet. Après ça, moi, à titre personnel et de manière générale dans la boîte, on était plus intéressé par les zk et roll-up parce que je pense que fondamentalement, c'est une meilleure technologie. Alors, ce que les gens pensaient il y a 2 ans, c'est que les optimistic rollup seraient là bien avant les ZK rollup et que les ZK rollup, comme il y a beaucoup de cryptographie, il y avait beaucoup de choses à développer et que ça allait mettre des années et des années avant d'être disponible pour les utilisateurs. Et au fait, en se plongeant dedans, nous, et en discutant avec ces équipes, nous, on s'est rendu compte que ça allait arriver beaucoup plus vite que ce que les gens pensaient. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le pari, voilà, du long terme, entre guillemets. Nous, on a toujours été tourné vers l'avenir et donc on s'est dit, voilà, les ZK rollup, c'est une meilleure technologie. Elle va prendre un tout petit peu plus de temps, mais au final, on parle de quelque chose comme 5-6 mois. Voilà, autant partir directement sur la bonne technologie. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas avec Arbitrum ou avec Optimisme. Mais de nouveau, ce que nous, on leur dit, c'est voilà, travailler sur l'abstraction des comptes. Nous, on ne viendra que le jour où les smart contract wallets ou les smart wallets sont le modèle de base. Parce que de nouveau, une des choses qu'on a appris sur Ethereum, c'est que la plupart des gens utilisent ce modèle d'IOE, ce modèle où une clé est un compte. Et les développeurs, généralement, programment pour ces comptes-là. Et ça veut dire que si tu as un smart contract wallet comme argent, tu n'es pas le modèle de base.
Et donc, il y a tout un tas de petites frictions. Il y a certaines dApps qui fonctionnent pas pour différentes raisons. Et ça, évidemment, ça dégrade l'expérience utilisateur sur Ah oui, Argent. oui, oui, bien sûr. Alors, les Ouais. dApps qui sont intégrées dans Argent sont parfaites, mais dès que l'utilisateur veut naviguer dans l'entièreté de l'écosystème avec quelque chose comme Wallet Connect, bah, sur 10-15% des dApps, ça va pas fonctionner. Parce que ces dApps n'ont pas Ok. été programmées pour des smart contracts wallet. Et donc, nous, on n'a pas envie de revivre cette expérience sur d'autres Layer 2. Et donc, c'est pour ça qu'on veut Que vraiment être vous sur vivez Layer 2. malheureusement, que vous vivez peut-être malheureusement sur Ethereum. Mais ça, c'est Pardon? Oui. inévitable. Que vous On, vivez peut-être malheureusement sur Ethereum. tout à fait. Aujourd'hui, sur Ethereum, il y a certaines dApps qui ne sont pas compatibles avec Argent. Après ça, tout dépend de ce que l'utilisateur veut faire. On a des dApps intégrées dans l'application. Et donc, si, je pense que pour l'un use case d'une gestion de fonds et de défis qui est pas trop aventureuse, on peut tout faire sur l'application mobile. Et là, Oui, l'expérience est oui. exceptionnelle parce que tout est en un clic. Maintenant, les gens qui veulent aller faire du yield farming sur la dApp qui a été lancée il y a 3 heures parce que le leverage est le plus haut, voilà, ça va pas toujours Voilà. fonctionner. Donc, ça dépend un peu si c'est pour des degens, c'est pas la meilleure expérience. Pour un utilisateur normal lambda, je pense que l'application mobile répond à tous les besoins nécessaires. Mais donc tout ça pour dire qu'on regarde Arbitrum, on regarde Optimism, on regarde aussi Aztec, qui est intéressant pour des questions de privacy. Ah Mais oui, ouais, moi, aujourd'hui, on est concentré sur zkSync et surtout sur Starknet. tu connais le proverbe, hein, c'est que à trop embrasser, on est un mal. Donc vous vous êtes consacré aux écosystèmes qui avaient le plus de sens. Et c'est dans votre identité, hein, de la contact Thompson, c'est depuis que vous avez créé le wallet. Donc c'est complètement logique que vous vous tourniez vers les écosystèmes qui mettent ça en valeur première. Tout à Donc fait. ok, c'est super. Et ça me fait moi une bonne transition encore une fois sur donc vous êtes l'interface qui permet de connecter les utilisateurs aux blockchains et aux dApps. Donc vous êtes vraiment une brique essentielle. De toute façon, on peut pas profiter du Web3 sans wallet. Mhm. C'est la brique première essentielle. Et donc vous êtes un observateur quand même privilégié de cet écosystème. C'est-à-dire que vous voyez, alors t'as pas trop dit des métriques d'adoption, mais moi je serais curieux de savoir combien il y a d'utilisateurs, quelle dApps ils utilisent. Est-ce que et donc toi l'écosystème, on va dire où il y a ton coup de cœur perso, même si ta raison va à plusieurs des écosystèmes, ton cœur va particulièrement à Starknet. Moi je serais curieux de savoir pourquoi, parce que d'un point de vue utilisateur, je suis votre quête là, donc je m'amuse beaucoup avec les NFT, je fais des petites Mhm. missions, on pourra en parler tout à l'heure, mais l'expérience utilisateur sur Stacknet, elle est pas forcément super agréable du point de vue utilisateur. Je sais pourtant qu'il y a plein d'esprits brillants, donc il y a Samy, qui est mon ami et mon associé qui s'y penche, il y a Abdelhamid, il y a toute l'équipe de fondateurs qui sont des cerveaux extrêmement brillants, donc toi-même, voilà, tu me le dis, donc il y a plein de gens brillants qui s'intéressent. Pourquoi Starknet? Qu'est-ce qui fait que c'est quand même quelque chose qui a un potentiel immense malgré l'expérience actuelle qui, moi, je la trouve pas top. Non, non, tout à fait. Comment t'expliques ça? Alors, tout à fait. Mais je pense que tu l'as bien résumé. D'une part, ce qu'essaye de faire Starknet pour nous, c'est la vision est vraiment ce que nous on cherche, c'est-à-dire c'est avoir un roll-up, un layer 2 qui a une scalabilité incroyable et puis et qui va permettre d'avoir cette expérience utilisateur incroyable aussi. Donc ça, c'est la vision qui nous a séduit. Après ça, pourquoi est-ce on est très bullish Starknet? C'est parce que comme tu l'as dit, la team de Starknet sont des ingénieurs et des gens brillants. C'est des gens qui délivrent ce qu'ils disent qu'ils vont délivrer. Et ça, pour moi, c'est une qualité qui est importante. C'est des gens qui disent, voilà, on va faire ça à telle date, et ils nous ont encore jamais déçus depuis les 2 ans où on collabore avec eux. Et c'est des gens aussi qui sont très transparents et très honnêtes sur où ils en sont. Et donc, ils ne cachent pas les limitations de leur système. Et enfin, une des choses que moi je trouve particulièrement intéressante, c'est que ils sont entre guillemets ambitieux dans le sens où ils n'ont pas peur de diverger un petit peu de l'EVM. En gros, ils essayent de trouver la meilleure solution pour régler le problème. Et c'est par exemple pour ça qu'ils ont introduit un langage de programmation qui s'appelle Kero, Héros. voilà, qui fait peur à certains développeurs, mais qui aujourd'hui ressemble à 90% à du Rust et qui est devenu en fait beaucoup plus simple que du Solidity par exemple. Donc ils ont fait des choix chaque fois ambitieux de se dire ben voilà, Ethereum c'était super, on veut être dans l'écosystème Ethereum, donc on est un layer 2 Ethereum, mais par contre on part vraiment d'une feuille blanche et cette feuille blanche, on va la remplir en travaillant avec l'écosystème. Et donc, depuis le début, en fait, ils construisent Starknet de manière complètement ouverte et ils sont partis avec quelque chose très vite qu'ils ont mis en production, mais qui était tout à fait incomplet. Et donc, ça fait maintenant 1 an et demi.
qui discutent, qui sont tout à fait transparents sur les challenges qu'ils ont, sur comment ils veulent les résoudre. Et donc, c'est un réseau qui a évolué petit à petit. Quand nous, on a commencé Argent Ça X, devait être atroce. il n'y avait pas de wallet. Ouais. On a commencé à faire Argent X parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens brillants qui réfléchissaient à faire des dApps, à révolutionner l'on-chain gaming, mais il n'y avait juste pas de wallet. C'était tellement tôt qu'il n'y avait pas de wallet, il n'y avait même pas de notion de compte vraiment sur le système. Et donc, en fait, nous, on a commencé à discuter avec Starknet et on les a vraiment conseillés sur comment implémenter Account Abstraction. Et donc, eux ont toujours été vraiment très ouverts pour construire avec cette communauté. Et comme tu as dit, c'est une communauté vraiment de gens brillants qui sont passionnés par la tech qu'il y a derrière, qui sont persuadés que c'est la meilleure tech, et donc ils sont prêts vraiment à contribuer et à participer à cet écosystème. Ce qui fait que, en un an, Starknet est passé de quelque chose qui n'avait pas de TPS, qui ne ressemblait à rien, en un blockchain général qui aujourd'hui est encore limité en transactions par seconde, clairement. Donc aujourd'hui, on est de l'ordre de 5-6 transactions par seconde, ce qui n'est pas terrible, et ce qui explique l'expérience utilisateur dégradée, parce que comme tu l'as mentionné, on a eu la super idée de faire des quêtes pour inviter les gens à explorer l'écosystème Starknet, et en fait, ces quêtes ont réussi bien au-delà de nos espérances, et ce qui fait que Starknet est complètement sous T'as l'eau quelques chiffres en tête? depuis un mois. T'as... Je pense que, par exemple, on a fait quelque chose avec Brick, où les Oui, utilisateurs devaient miner, 30 oui, briques pour oui. avoir accès au NFT. Je pense il y a des centaines et Il des y a des centaines, et des maçons. centaines de milliers de briques qui ont été minées. Donc Ok. c'était bien au-delà. Et donc, en fait, ça fait donc un mois qu'on sature complètement le réseau. Mais la bonne C'est nouvelle, très bien. c'est que, Félicitations. voilà, tout à fait, merci. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme je disais, Starknet, ils sont très transparents. Et donc, en fait, leur roadmap, elle est très claire. Dans tout l'écosystème, les gens savent exactement ce qui va arriver quand. Et en fait, d'ici 3 à 4 semaines, il y a ce qu'ils Non, appellent non, non, attends. Il y a quand même quelque chose qu'on ne sait pas, c'est on se demande tous s'il va y avoir un token quand. Alors ça, moi, je Restons sais sur le pas. point technique. Restons sur la Voilà. technique. Moi, je suis quelqu'un de technique, je ne vais certainement pas parler des futurs tokens de l'écosystème. Mais d'un point de vue technique, ils vont en fait, il y a un gros milestone qui va arriver donc dans 3 à 4 semaines, qui s'appelle la version 0.12 de Starknet. Et là, les TPS vont passer aujourd'hui de 5 à 6 TPS à entre 100 et 150 TPS. Alors, Ça va swinguer. Tom Brand, qui est le PM de Starknet, m'en voudra peut-être de donner des chiffres. Je pense que même Ah, eux oui. ont fourni des chiffres qui sont en dessous de ce qu'ils vont probablement réaliser, parce que toujours, c'est pas des vendeurs, donc ils n'aiment pas exagérer leurs métriques. Mais voilà, je pense qu'il est raisonnable de dire que Starknet aura 40, 50, peut-être 100 TPS d'ici un mois. Et donc ça va très fort désengorger le réseau. Et donc je pense que ça va de nouveau permettre de ramener l'expérience utilisateur sur Starknet à un bon niveau. Mais ce qui est chouette, c'est que ça, c'est un milestone parmi plusieurs. Ça, c'est la 0.12. On sait aussi ce qui arrive en Ok. 0.13. On sait aussi ce qui arrive en 0.14. Et tout ça, c'est Tu peux nous donner quelques grands objectifs, là? Quelque chose qui te font rêver tout à fait. Mais donc, dans tes attentes? cette 0.12, en fait, c'est le remplacement de ce qui s'appelle le séquenceur, qui était vraiment le bottleneck de leur système. Et donc là, ils ont un nouveau séquenceur écrit en Rust. Et donc ça va vraiment permettre de faire un x10, x20 des TPS. Alors la 0.13, ça va amener quelque chose qui, moi, je trouve fantastique, qui s'appelle Volition. Et donc aujourd'hui, et donc le but de Volition pour les utilisateurs, c'est de diminuer le coût des transactions en gros par 10 à 15. C'est ça l'effet que ça va potentiellement avoir. Alors aujourd'hui, en fait, dans un ZK Rollup, il y a deux coûts. Un, c'est le coût pour calculer les preuves, si on veut. C'est tout le coût des serveurs qui font le travail. C'est les coûts de computation, de calcul. Mais le coût principal, qui vaut pour 90%, c'est le coût des data qui doivent être mis sur le layer 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une transaction sur Starknet et que cette transaction, elle modifie l'état de Starknet, on doit envoyer des données sous forme de call data, donc c'est des paquets de données qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais qui doivent être là pour que le réseau soit censorship résistant. Et donc, on doit mettre ces datas sur layer 1. Et c'est ça qui fait, en fait, 80-90% des coûts des transactions sur Starknet. Et le problème de ça, c'est que si le layer 1, le coût des transactions augmente sur le layer 1, ça impacte directement les utilisateurs sur le layer 2. Alors, l'idée de Volition, c'est de dire que toutes les données n'ont pas besoin d'aller sur le layer 1. Et donc, on pourra, en fait, avoir certaines données qui vont être envoyées qui vont être stockées autre part que sur Ethereum et sous le contrôle de l'utilisateur. Et par exemple, on peut imaginer pour un token ERC20, un utilisateur peut, entre guillemets, avoir deux comptes.
un compte qui est le compte long terme, dont les données sont chaque fois synchronisées sur le layer 1. Et donc, utiliser ce compte-là ou ces tokens-là, ça va coûter un tout petit peu plus. Mais il peut aussi avoir un compte de la vie de tous les jours, par exemple, sur lequel il a 50, 100 dollars. Et cela, il peut les utiliser. Et ça va avoir un coût de transaction très, très faible parce que le changement d'état qui devrait être propagé sur L1 va être propagé sur un réseau aussi décentralisé, mais dont les garanties de data availability sont un petit peu plus faibles. Alors, c'est des considérations techniques, mais, Oui, mais mais si, mais opérationnellement, ça va faire baisser les coûts de transaction. Je dis ça voilà, d'un point de vue utilisateur. concrètement, pour les utilisateurs, ça va permettre, une fois que les DApp et les wallets comme nous, on va commencer à utiliser cette nouvelle fonctionnalité, ça va permettre de diminuer le coût des transactions de 10 à 15, tout en gardant des très bonnes propriétés de censorship résistance et de trust, oui, de censorship résistance. Donc voilà, ça c'est la version 0.13, ce qui est très intéressante. Alors, dans la version 0.14, ils vont de nouveau, à chaque Ah. fois, ils vont continuer à augmenter la scalabilité. Donc, le but de Starknet, c'est d'arriver à de l'ordre de 1000 transactions par seconde, à mon avis, d'ici 6 mois. 6 à, de nouveau. Ah ouais, c'est pas si long. C'est pas des chiffres officiels, mais Non, mais c'est pour ça que c'est toi qui as invité, parce que toi, en étant, voilà, moi, je suis pas de Starknet, mais en discutant tu peux avec te eux, les lâcher. différents calls, leur but vraiment, c'est d'arriver à atteindre, je crois, de l'ordre de 1000 transactions par seconde, que ce soit dans 6 mois ou dans 12 mois, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais C'est pas leur si long, hein. technologie le permet. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas des C'est chiffres dans pas qu'ils si mettent en longtemps. avant. C'est une roadmap qui est très claire. Ils savent exactement les milestones techniques qu'ils doivent passer. Et donc, ils vont les exécuter les uns après les autres. Et donc, oui, moi, j'ai confiance que d'ici 6 mois sur Starknet, eh ben, on pourra faire des centaines de transactions par seconde à un coût de 5 cents max, ou 5 à 10 cents maximum par Ah, transaction, voire 1 cent par c'est transaction. sympa. Donc Ouais, ouais, c'est c'est sympa. l'intérêt, mais sans pour autant compromettre la censorship résistance, la Et oui, oui, bien sûr. décentralisation, etc. Et c'est des choses L'expérience qui, voilà, utilisateur. pour les utilisateurs, sont pas forcément toujours claires. C'est toujours difficile de Oui, savoir sur un layer 2, un blockchain, ben, où est-ce qu'il se situe sur ces différents composants. Mais voilà, Starknet, leur vision, c'est vraiment de créer quelque chose aussi décentralisé qu'Ethereum, avec les mêmes garanties qu'Ethereum, mais avec voilà, des transactions beaucoup plus rapides et beaucoup moins chères. bah écoute, voilà, tu nous as fait rêver, tu nous as fait saliver, donc moi je vais attendre ça avec beaucoup d'intérêt. Et pour rebondir sur la censorship résistance, tout le monde s'en fout jusqu'à ce que ce soit trop tard. Donc Exactement. en général, et après ça finalement ça sensibilise. Ben, on Donc le voit, ouais, hein, ouais, c'est quelque chose que nous on dit toujours. Voilà, enfin, FTX, c'est quelque chose qui n'arrive pas si tu utilises argent. Et je veux dire, des opérateurs ben centralisés ouais, mais alors attends, qui se attends, sont c'est-à-dire plantés. FTX, c'est le problématique du trading, c'est-à-dire que c'est difficile, tu vois, si tu veux des produits dérivés, des futurs et machin, t'as quand même pas la même richesse sur on-chain que voilà, ça commence, hein, ça commence, c'est-à-dire que tu Ça commences à avoir. commence, ouais. Mais pas que ça. Je veux dire, en Belgique, il y a un des échanges centralisés qui s'appelait Bit4You, voilà, qui est en problème depuis 2 mois. Ils ont rien fait de malhonnête, mais eux avaient une partie de leurs fonds en custody chez un sous-traitant, et ce sous-traitant a eu des problèmes et est complètement bloqué. Enfin, le but de la crypto et du blockchain, c'est justement d'avoir cet ownership, c'est que les gens possèdent vraiment Mais moi leurs je te assets. rejoins. Et c'est ça que je trouve qui est fascinant. Et donc, effectivement, si on choisit de déléguer ça et au final d'utiliser le Web 3 comme du Web 2, ben, je pense on prend des risques. Mais à Parce que l'heure actuelle, finalement, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que d'après ce que j'entends et que tu dis, c'est que, parce que pour moi, on n'y est pas encore tout à fait, mais l'horizon, quand même, l'expérience utilisateur, tu vois, et les fonctionnalités, je suis un amoureux de la censorship résistante, de la décentralisation. Je fais pas spécialement confiance, je veux dire, aux États ni aux grandes entreprises, tu vois, je veux dire, donc il y a un minimum de défiance, mais quand même, hein, objectivement, c'est-à-dire qu'en termes de fonctionnalité, de je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a un petit avantage quand même pour les services centralisés, tu vois, à titre personnel. je te rejoins, on n'y est pas encore. Mais nous, Voilà. Mais d'après ce que notre croyance, l'horizon de temps n'a notre pas l'air si long. conviction, c'est qu'on y est potentiellement dans 6 mois. Après ça, il y aura toujours des petites frictions. Il y a, par exemple, aujourd'hui Ben, sur le ça, je demande Web3, à voir quand même, hein. on va, Tu sais, parce que moi, je suis habitué aux invités qui font des annonces grandioses, hein, donc, j'ai eu des bitcoins annoncés à 300 000. Là, je suis sur une expérience utilisateur, on va dire, d'une fluidité incroyable dans 6 mois. Bon, et je t'accorde 12. Je t'accorde 12. Mais si c'est à oui, l'échelle.
C'est ça, c'est 6 à 12 mois. Après ça, il y a toujours des frictions. Aujourd'hui, l'on-ramp est pas très bon, par exemple, sur des Oui, oui, c'est vrai. applications décentralisées avec la self-custody, ben, l'on-ramp est un problème. Alors C'est que, Alors là, je te rassure, c'est pas bon non plus en ce moment sur les solutions centralisées, le Rondra. mais Donc voilà. voilà. Moi, je pense qu'il Écoute, y a tu vois, il y a des building blocks qui manquent, mais c'est pas une question de est-ce que ça va être possible, c'est une question de quand. Et moi, je pense vraiment qu'on parle de 6 à 12 mois. Et donc voilà, nous, chez Argent, on travaille avec des partenaires pour petit à petit enlever ces barrières et ces trucs. Et je pense qu'on va y arriver petit à petit. Mais donc, on parle pas de 10 ans pour moi. Je pense qu'on pourra avoir une expérience aussi bonne qu'un wallet Coinbase ou qu'un wallet centralisé. Je pense qu'on va y arriver, oui, d'ici 6 à 12 mois. Alors, il y aura toujours il y aura toujours des petites différences. Il y aura toujours des choses qui seront un petit peu moins bien. Par contre, ce que l'on gagne, je pense, c'est la self-custody, c'est-à-dire se mettre à ben l'abri oui, de ce risque-là. liberté. Et je pense aussi c'est une capacité d'innovation beaucoup plus rapide. Parce que les opérateurs centralisés sont régulés différemment. Un Coinbase qui a les fonds, il peut pas faire n'importe quoi. Et donc, quand il y a un nouveau protocole défi cool, une nouvelle primitive qui arrive, bah, eux, ça leur prend 6 à 12 mois pour l'intégrer. À partir du moment où tu es en self-custody et tout se fait avec des smart contracts, ben, la régulation est complètement différente parce que l'utilisateur est vraiment propriétaire de ses fonds et donc ça nous permet à nous d'intégrer en fait des protocoles beaucoup plus rapidement dans le wallet. Donc voilà, je pense qu'il y aura toujours des petites différences. Je dis 6 à 12 mois, il y aura toujours des petits éléments de friction qui seront peut-être un peu moins bien, mais je pense que le trade-off deviendra vachement favorable et au fait les choses qu'il y aura en plus sur des produits comme argent vaudra très certainement les petites choses en moins liées à l'expérience utilisateur. Mais moi, je suis assez confiant je suis prêt à ce qu'on refasse un call dans 12 mois Ah ouais, 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 ben avec plaisir. Hein. et je t'offre une bière Attention, si jamais c'est l'expérience noté, hein, les utilisateur. gens, les commentaires seront là. Très Hein. bien. Et si l'expérience utilisateur n'est pas là, je te paye une bière le jour où on se Ah, croise. bah avec plaisir. Ouais, écoute, ouais, ouais, c'est pris. Les rendez-vous sont pris, on prend. Mais en tout cas, c'est voilà, ça fait plaisir à entendre. Il nous reste plus que 9 minutes ensemble, donc le temps passe. Je remonte les questions. Donc il y a Antoine qui tient beaucoup à cette question. Il l'a posée 2 fois. Donc c'est est-ce que donc on a beaucoup parlé de argent et argent X, c'est normal. Je veux dire, tu es notre invité. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives, des wallets respectables ou des wallets à éviter? Je veux dire, est-ce que c'est un petit tour d'horizon de ce qui se fait? Ben voilà, vous avez vos spécialités. C'est vrai que vous faites Ethereum, Starknet, Zk-Sync. Peut-être qu'il y en a qui font plus de réseaux. Qu'est-ce que tu, est-ce qu'il y a d'autres gens dont tu voudrais parler ou Oui, pas dans l'écosystème des wallets? tout Il à y a fait. le wallet Alors, historique, hein, MetaMask. Hein, il y a plein, voilà, MetaMask, moi je trouve pas que ce soit un très bon produit, Ah, ben voilà, on veut l'entendre, ça. mais n'empêche qu'il fait le job. Non, je veux surtout pas, entre guillemets, j'aime pas casser du sucre sur les autres. Mais, Sans MetaMask, l'écosystème serait pas où il est aujourd'hui. Et donc je pense que MetaMask était le bon produit pour l'écosystème des années passées. Je veux dire, pour moi, on est vraiment au tout début de l'histoire du blockchain. Et donc, MetaMask était le produit parfait pour ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'il permettait à n'importe qui d'expérimenter sur Ethereum, c'est facile. Après ça, moi, je trouve que c'est un produit qui reste compliqué et je pourrais pas proposer à mon frère, à ma mère ou à mon père d'utiliser MetaMask, c'est trop compliqué. Donc, c'est pas bon pour le grand public, mais pour certains use cases, MetaMask est très bien. Alors, Ledger, bah oui, Ledger, c'est bien en termes de sécurité. Après ça, moi, je trouve que ça a toujours le même problème que MetaMask, c'est que tu as besoin, cette histoire de seed phrase. Et au final, tu as beau avoir un ledger qui est le plus sécurisé possible, bah, si tu perds moi, ta seed phrase, donc si quelqu'un y a accès, tu as quand même perdu tous tes fonds. on avait reçu quelqu'un qui faisait un wallet sans seed phrase, c'était Zengo. Mais je Alors pense pas oui, que les tout à fait. propriétés de custody soient les mêmes. Mais Alors le Zengo, trade-off n'est pas le même. tout à fait. Zengo, ils utilisent ce qui s'appelle du MPC. Et donc, en fait, nous, ça fait longtemps qu'on met un petit peu pas en comparaison, mais oui, en challenge ce modèle de smart contract wallet que nous on pousse chez Argent et le modèle MPC qui est poussé principalement par Zengo, mais par d'autres. Donc, l'idée du MPC, c'est de dire que d'un point de vue du blockchain, il y a effectivement toujours un compte associé à une clé, mais cette clé, en fait, elle ne peut être que recréée par plusieurs signatures. Donc, c'est MPC, c'est du multi-party computation, c'est-à-dire que tu vas Ok. avoir, par exemple, 3 parties qui ont chacun un secret, une clé, et si tu veux signer une transaction, ben, ils doivent, par exemple, tous les 3 signer. Et c'est la combinaison de leurs 3 signatures qui va, en fait, reproduire la vraie signature qui permet de bouger les fonds. Et donc, sur ce modèle-là, ben, tu peux recréer certaines des expériences d'argent puisque tu n'as plus vraiment de seed phrase. Voilà, tu peux commencer à faire certaines des choses qu'on fait avec les smart contract wallets. Après ça, Mais, mais moi, je pour pense que moi, l'avantage, il y a des résistances.
pour moi, il y avait des résistances à la censure qui étaient peut-être un peu plus faibles parce que Exactement. l'opérateur centralisé, voilà, Tu dois peut-être avoir une des parties. pouvait. Exactement. Donc, moi, je pense qu'en termes de censorship résistance, c'est pas la même chose. Un autre problème, c'est qu'avec avec le MPC, bah, tu peux pas vraiment changer qui ont ces différentes parties. Avec argent, bah, tu peux changer tes guardians quand tu veux. Tu peux changer, puisque c'est un smart contract, bah, tu peux faire tourner les clés. Tu peux, si tu as un guardian qui tu trouves malhonnête ou qui ne répond pas, bah, tu peux en mettre un autre. Avec l'idée de MPC, une fois que tu as créé cette première clé avec les parties, bah, tu es un peu bloqué. Et s'il y a une partie qui dit excuse-moi, j'ai perdu ma partie, bah, tu peux jamais l'enlever, tu n'as jamais la garantie qu'il l'a vraiment perdu. Donc voilà, je trouve que d'un point de vue sécurité et trust, les hypothèses ne sont pas les mêmes. Et donc moi, je trouve ça plus faible, effectivement, comme tu l'as dit. Mais après ça, il faut être honnête, il y a des avantages aussi. Parce qu'avec le MPC, bah, tu reproduis la même adresse et le même compte sur toutes les chaînes qui sont EVM compatibles. Et donc ça permet plus facilement d'aller dans ce monde cross-chain EVM, où avec le même, tu peux très facilement, avec le même compte, la même adresse, aller sur Ethereum, Optimism et Arbitrum, par exemple. Quelque chose qu'il est plus compliqué de faire avec des smart contract wallets parce qu'il faut déployer un smart contract sur chacune de ces chaînes. Donc voilà, je pense c'est toujours dans la vie, il n'y a pas de solution qui est parfaite pour tout. C'est une question de trade-off. Après ça, nous, on est intimement convaincus que justement, le choix des smart contract wallets et les trade-offs que l'on propose à nos utilisateurs sont au final beaucoup plus intéressants sur le long terme. Mais voilà, donc Zengo est un bon wallet pour les gens qui veulent pas avoir une IOE avec une seed phrase, mais qui veulent quand même être présents sur toutes les chaînes EVM, par exemple. Ok, bon. Donc, Eh ben, écoute, je te remercie pour ton honnêteté. C'est un petit tour, c'est pas mal. Donc, il nous reste que quelques minutes. Je sais, je peux pas satisfaire tout le monde. J'en suis désolé pour ceux qui nous écoutent. J'ai posé, moi, des questions très simples et qui vont quand même intéresser les gens. C'est là, on a beaucoup parlé de technique, mais tu sais que nous, je veux dire, c'est aussi une technologie financière. Donc, il y a une part d'investissement, de rêve. Donc, qu'est-ce que toi, par exemple, à titre, il y a souvent le portfolio de l'invité qui est quelque chose qui intéresse tout le monde. Donc, je ne demande jamais combien, mais je demande toujours quoi. T'es pas obligé de répondre. Et moi, je serais curieux de savoir quels sont tes paris, je veux dire, tes paris personnels tout à fait. Alors, en crypto. c'est une question qu'on me pose souvent sur des podcasts et malheureusement, ma réponse est vraiment très peu intéressante parce que Oh, mais je suis pas je suis pas très, d'une part, je suis pas très aventurier et c'est peut-être un peu naïf, mais je suis vraiment là pour la tech. C'est moi, c'est vraiment la tech et la vision du blockchain qui m'intéresse et pas tant le côté spéculatif. Et donc, évidemment, j'ai de la et crypto, bon. je suis là depuis 2018, j'en ai, mais donc moi, mon pari principal depuis le début, c'est l'Ether. Moi, Ok, ben non, mais c'est très bien. je suis que sur Ethereum et depuis le début, j'ai essentiellement des Ethers. Alors après ça, maintenant, ben, j'ai converti une partie de mes Ethers en stake ETH avec Lido ou Lido. Ah ouais, Parce voilà. qu'effectivement, j'aime bien l'idée de contribuer à la sécurité du réseau, mais en même temps, j'avais pas forcément le temps et l'énergie pour installer un node à la maison et mettre 32 Ethers dessus. Donc, j'ai effectivement une partie de mes Ethers qui sont convertis en stake ETH. Et j'ai un petit peu de LDO, de Lido Token, parce que justement, je trouve que c'est un chouette protocole. Et je me suis dit, bah tiens, comme moi je l'utilise et que c'est un bon produit pour moi, j'imagine que ça l'est pour d'autres utilisateurs. Et donc, j'ai un peu de token là-dessus. Après ça, j'ai un peu de stablecoins Ok. aussi. Mais voilà, mon pari Ah, ah, principal. lesquels? Alors, j'ai un peu de Tu sais, c'est un DAI, sujet brûlant. non, un peu de DAI et un C'est un peu su- d'USDC. Ok. Donc, tu as Voilà. fait. Ouais. Et ben, merci. Écoute, c'est très bien. Ça, c'est une question d'usage. On n'a pas forcément besoin d'être original. En général, c'est en faisant l'original qu'on fait des conneries. Donc, Alors, ça, c'est écoute, ouais. Moi, j'ai toujours c'est pas été, mal. j'ai toujours holdé mes tokens, quoi. J'ai les Ethers depuis le début et au Puis fait, j'essaie bon, pas en de tant suivre les que, hypes. Je vends pas, j'achète pas ou je rachète de temps en temps, mais j'ai jamais vendu, par exemple. Moi, c'est vraiment, je suis persuadé qu'Ethereum et l'Ether, voilà, est quelque chose qui est là pour rester. Et donc, je me dis que c'est intéressant. Voilà, j'essaie pas d'être plus malin que le marché ou de micro-trader ou d'aller sur les nouveaux tokens sexy. C'est vraiment, je fais ça un peu comme un bon père de famille, comme je disais un peu. C'est pas très original, mais voilà, ça me c'est convient. très bien. C'est très bien. J'ai encore une dernière question, puisqu'il nous reste très peu de temps. C'est de ta position privilégiée, en fait, dans cet écosystème, que ce soit Starknet, Zcasting ou Ether. Quels sont les DApp que tu recommandes d'utiliser ou même tes coups de cœur, en fait. Même si tu Ouais, recommandes rien, tu vois les équipes qui t'ont plu, les projets pour lesquels tu as de l'admiration. Voilà. ouais. Ah Ou bah, c'est une très bonne question. Alors, moi, une des choses qu'il faut que les gens connaissent. tout à fait, ben, c'est un peu lié à l'Explorer Campaign qu'on fait sur Starknet. Donc, sur les gens ben, qui sont sur Starknet ou qui sont curieux,
voilà, on fait une campagne où le but c'était de faire découvrir justement certaines de ces dApps que nous on aime bien chez Argent et qui sont présentes dans l'écosystème Starknet. Et voilà, et donc toutes les semaines on a un nouveau partenaire et on demande aux gens de faire une certaine action sur cette dApp pendant la semaine et ça donne accès à un NFT qu'on peut minter par la suite. Et donc, bah, il y a Super, certaines dApps. super. J'invite tout le monde à aller sur le site. C'est d'ailleurs, il y a le dernier NFT. Alors ça, il n'y en a pas de promesses qui sont faites derrière. Hein, c'est pour s'amuser. Moi, évidemment, alors je vais faire un aveu, c'est-à-dire que j'espère secrètement, mais je n'en sais rien. Hein, il faut le savoir, que il y aura un airdrop sur ce fichu Starknet. Et si jamais, eh bien, j'espère que ces NFT m'auront fait faire des actions qui me rendront éligible. Évidemment, ça c'est complètement dans le noir. Et je suis déjà très satisfait euh, d'utiliser, en fait, ça me permet d'utiliser le wallet, de découvrir, comme tu le dis, des écosystèmes qui n'ont pas été sélectionnés au hasard, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que Oui, vous avez cherché à mettre des projets, en fait, que vous appréciez, donc vous appréciez les équipes, et advienne que tout à pourra, fait. ça donne, à la fin, ça donne un joli NFT, voilà, vous engagez à rien de plus, personne ne sait rien de plus. Donc, mais je Exactement. suppose que dans l'adoption et l'engouement que vous avez retrouvé, ne t'inquiète pas, il y a ce petit diablotin ou je ne Ah, sais pas, cette lueur bien d'espoir, sûr, euh, ça c'est qui pousse sûr, les c'est cool. gens. Ah, bien sûr, c'est quelque chose qui doit, oui, qui motive les gens à essayer, c'est sûr. Mais donc, par exemple, une des dApps que moi j'aime beaucoup, c'est Brick, qui est Voilà. une dApp d'ailleurs française, parce que justement, je trouve qu'ils ont un côté fascinant. En fait, c'est chouette. Moi, Oui, c'est vrai. je pense que, alors, de nouveau, on n'a pas trop parlé il y a différentes raisons qui nous excitent sur Starknet, mais une des choses, c'est qu'il y a moyen de faire beaucoup de computation on-chain à très faible coût. Et donc, ça permet en fait de mettre beaucoup de logique sur la chaîne, ce qui n'était pas forcément possible sur Ethereum. Et donc ça, ben, c'est super intéressant pour tout le monde du jeu, du gaming. Et donc sur Starknet, en fait, il y a beaucoup de teams qui expérimentent des choses autour de ce qu'on appelle le on-chain gaming, c'est-à-dire vraiment mettre la logique du jeu vraiment on-chain. Aujourd'hui, ouais, Un petit coup de projecteur. ouais, bah alors par exemple, un projet que moi j'aime beaucoup, c'est Influence, par exemple. Ok, C'est je c'est connais une pas. app voilà, avec lequel on collabore et qui a cette vision-là. Il y a des gens qui font un framework qui s'appelle Dojo, qui est vraiment très intéressant. C'est Ok. plus technique, il n'y a pas de DApp pour l'instant, mais c'est en fait leur idée, c'est de permettre à des gens de créer des mondes autonomes, ce qu'on appelle des autonomous worlds, très facilement. Donc c'est vraiment permettre à des teams de développeurs de jeux Web 2 qui n'ont pas forcément cette expérience blockchain, de très facilement pouvoir créer des mondes qui vivent dans le blockchain avec des règles définies de physique, d'objets, d'interaction et qui vont permettre de créer voilà, des jeux qui vont vivre pour toujours, entre guillemets, sur le blockchain. Donc voilà, moi je pense que de manière générale, une des choses qui m'excite ces derniers temps, c'est tout ce qui est autour du jeu dans l'écosystème Starknet, parce que je pense que Super. le jeu, bah, c'est en fait un use case super intéressant, parce que ça va amener, c'est un use case qui est pas vraiment financier, et donc je crois que ça peut amener des gens qui vont voilà, qui veulent profiter d'une certaine propriété du blockchain, la possibilité que ces jeux vivent d'eux-mêmes et soient composables, c'est-à-dire qu'on puisse créer des jeux sur des jeux et voilà, d'avoir vraiment des mondes qui vivent d'eux-mêmes on-chain, je trouve que c'est un côté un peu fascinant. Et donc voilà, il y a différentes teams qui explorent là-dessus. Et donc une, bah, c'est donc Brick que j'ai mentionné, Influence. il y a Brick, oui. Influence, il y a Cartridge qui est intéressant, qui essaie Ah de faire oui. un peu une console pour les gamers. Voilà, ça c'est des projets que j'aime bien. Il y Et a est-ce qu'on peut les retrouver sur votre site d'Apland? Alors oui, a priori, tout à fait. Pour les gens qui sont un peu curieux, ça vaut la peine d'aller sur Daplan. C'est une bonne question, mais je pense qu'ils sont tous dessus. Je regarde maintenant, pendant que je te parle. Euh, si on va bah, dans le jeu, par exemple, oui, une partie des jeux que j'ai mentionnés se retrouve dessus. Donc si les gens vont sur Daplan, justement, Attends, daplan.com, bah, tu verras et tu sélectionnes l'onglet Games, jeux. Ben, voilà, ça va donner accès à Brick. On va retrouver Brick, Influence. Donc tous ceux dont j'ai mentionné se retrouvent dessus. bon, écoute, c'est très cool. T'as cité ce que tu voulais citer? Euh, oui, ah, oui, tout à fait. Ben, voilà, ça c'est donc si tu vas sur le truc gaming, si tu vas à gauche, en fait, tu as des onglets pour Ouais. filtrer. Hop, Tu peux filtrer sur Games, voilà. Et donc voilà, Brick voilà. que je mentionnais. Moi, j'invite les gens. L'idée de Brick, c'est un peu du Lego. C'est du Lego on-chain, mais c'est vraiment chouette. Tu peux combiner des blocs, des briques pour faire des NFT que tu peux minter et puis que tu peux envoyer aux gens et tu peux casser ton NFT pour récupérer les briques. C'est vraiment le modèle Oui, de je l'ai fait Lego. d'ailleurs. Ouais. Et voilà, c'est Ouais. très sympa à faire. Ça permet de faire des NFT, de les envoyer, de créer des petits caractères, des choses. Donc voilà, c'est assez cool. Donc dedans, on va retrouver Influence. Il y a ben voilà Cartridge. Voilà, il y a différents jeux qui sont en construction. Ils sont tous sur les testnets. Realms que tu vois, si tu scrolles un peu plus bas, est pas mal aussi. Euh, Ah Realms oui, en oui. bas à droite. Enfin, voilà.
Ok, écoute, c'est passionnant tout ce que tu nous as dit. Moi, tu m'as fait rêver, et surtout ça devrait arriver dans pas trop longtemps toutes ces évolutions. Donc vraiment, ça fait plaisir. Et du coup, on se donne rendez-vous dans 6 mois, 12 mois, entre les deux, hein, 6 mois au plus tôt, 12 mois au plus tard, pour faire un petit point sur l'écosystème. Et je serais ravi Prenons de 12 voir. mois, parce que prenons 12 mois, je suis toujours Allez, optimiste. On prend 12 mois, c'est facile, et dans 12 mois, on allez. fait le point avec plaisir. Ah ben écoute, voilà, les rendez-vous sont donnés. Donc j'invite tout le monde en attendant à découvrir Argent, donc que ce soit sa version mobile ou que ce soit la version extension. On attend avec impatience les prochaines évolutions, donc l'ouverture de ZK Syncera à tout le monde, la version web de Argent X avec Mhm. cette interface voilà simplifiée. Et on se donne bientôt rendez-vous. Donc n'hésitez pas. Et attends, si, dernière question, est-ce que vous avez des besoins particuliers pour des gens qui voudraient vous rejoindre? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous... Alors, c'est une bonne question. Oui, alors périodiquement, on recrute, bien sûr. D'ailleurs, j'ai pas trop parlé de la boîte, mais aujourd'hui, on a une boîte de plus de 50 personnes en full Ok, remote. Donc, on a des gens un peu partout en Europe, ce qui est très chouette. Et donc, chacun travaille de chez soi. Et tous les 3 mois, on rassemble toute l'équipe pour une semaine. Donc là, on était à Barcelone la semaine passée avec toute l'équipe, ce qui était très cool. Alors oui, on a constamment des postes qui s'ouvrent. Ça vaut la peine d'aller regarder sur Argent. Je pense qu'on a un onglet carrière. Et voilà, les gens verront oui, c'est vrai, je le vois. plus des besoins. Et puis une demande aux gens, c'est d'expérimenter. C'est vrai qu'on a commencé à parler de métriques et puis j'ai pas été jusqu'au bout, mais aujourd'hui par exemple sur Starknet, je crois qu'on a plus d'un million de downloads de notre wallet Argent Ah X. oui, Et en ouais, c'est pas fait, mal. c'est une des browsers extensions les plus téléchargées derrière, je crois, MetaMask et 2, 3 et peut-être Coinbase Wallet. Mais donc voilà, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur cet écosystème. Donc voilà, moi j'invite les gens à venir essayer, à Et à garder. tester le produit, à faire des retours. Voilà, exactement. Voilà. Venir sur Discord, on a un Discord, on a une équipe de support qui est super. Donc si vous avez des questions, des problèmes, ben voilà, ça vaut la peine d'aller dessus. N'hésitez pas à nous parler sur Twitter ou même à me contacter directement sur Twitter. Toujours ravi de discuter de ce qu'on fait. Et puis pour les gens qui sont à Paris, qui viendront à ETCC, on sera plusieurs de l'équipe à ETCC à la fin du mois de juillet. Donc voilà, ravi de rencontrer les gens là-bas Eh aussi. bien, écoute, moi, ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et j'ai hâte de voir toutes ces évolutions. Donc, Super. à très vite pour Merci en à toi, parler. Benoît. À bientôt.